Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette principale édition d'information. Parlant de société, Port-Gentil étant une presqu'île, les voies de celle-ci sont souvent recouvertes de sable, ce qui n'est pas sans danger et ternit l'image de la ville. À Port-Gentil, le désensablement des rues est une activité qui se pratique de façon périodique afin de redorer l'image de la capitale économique et de limiter les accidents de circulation. Toutefois, depuis près de 12 mois, cette activité semble être limitée aux grands centres commerciaux. Parfois, ce sont les propriétaires de magasins ou de boutiques près des axes routiers qui s'attellent à cette tâche au quotidien. De même, les sables qui recouvrent ces axes routiers ne facilitent guère un bon freinage des véhicules, ce qui peut entraîner des cas d'accidents de circulation. Par ailleurs, les pluies qui tombent en ce moment sur la ville d'Émile-Gentil occasionnent aussi le bourrage des caniveaux, car les eaux de ruissellement drainent avec elles ces sables qui occupent la chaussée, causant ainsi des inondations dans des habitations. Vivement que cette activité s'étende sur tous les axes routiers de la province afin de limiter les cas d'accidents et de redorer l'image de la cité pétrolière. Le ministre des Transports et de la Logistique, Justin Ndondangoy, était en séance de travail avec les différents responsables de la Société gabonaise de transport et le cabinet Deloitte et ceux de Marco Polo, Afrique centrale, dans le cadre d'un plan de relance de la Sogatra. C'est pour relancer la Société gabonaise de transport Sogatra que le ministre en charge des transports et de la logistique a reçu en séance de travail le représentant de Marco Polo, zone Afrique centrale, et le cabinet Deloitte. Une réunion d'étape sur le plan de relance d'une société à l'agonie depuis plusieurs années déjà à cause de la mauvaise gestion des ressources financières par certains responsables et agents de la dite société, sans oublier les effectifs pléthoriques qui n'obéissent pas aux besoins réels de la Sogatra, autant de facteurs qui ont plombé cette société que l'État a décidé de restructurer, d'où le plan de relance. Cela fait pratiquement 3 semaines que nos techniciens sont sur le terrain pour pouvoir faire le diagnostic. Et à la fin de ce diagnostic, nous allons déposer notre rapport auprès de son Excellence. Et bien sûr, ce rapport va permettre au ministre de pouvoir avoir une idée sur l'état des bus et surtout en ce qui concerne les pièces détachées. Écoutez, ce point a été fait effectivement avec nos consultants techniques et financiers. Nous avons eu effectivement avec mon collègue l'occasion de présenter au ministre effectivement l'avancement de nos travaux. Et je dirais qu'effectivement à ce stade, nous avons présenté effectivement les situations extrêmement préoccupantes et difficiles de la société, de la Sogatra. Et nous verrons dans les prochains jours effectivement où nous en sommes. Il était question pour ces deux entités, notamment Deloitte et Marco Polo, de nous faire un rapport d'étape sur le plan de relance et de réhabilitation de Sogatra. Bien, pour ce qui est du cabinet Deloitte, juste 4 points qui ont été abordés. Déjà la gouvernance, donc le conseil d'administration et la direction générale. Par la suite, nous avons regardé le cadre procédural, l'ensemble des procédures de gestion de la Sogatra. Nous avons regardé le système d'information et la comptabilité. Et le dernier point qui a été évoqué, c'est celui ayant trait au système d'exploitation de la Sogatra. Nous avons dans nos murs le constructeur, celui auprès de qui on a procédé à l'acquisition de bus Marco Polo. Donc il y a un diagnostic technique qui a été fait. Et aujourd'hui, sur les 107 bus en rade, nous avons une cinquantaine de bus qui a été déjà diagnostiqués et pour lesquels nous savons exactement de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il faut faire pour que la cinquantaine puisse être mise en mode de roulement. Avec un parc automobile qui ressemble plus à un cimetière de par le nombre très élevé de bus en panne, la Sogatra a plus que jamais besoin d'un nouveau souffle. L'apport technique de Marco Polo et les résultats de l'audit permettront de donner un nouvel élan à la Sogatra. Pour garantir la sécurité du secteur aérien de l'aéroport international de Libreville, un radar de surveillance de dernière génération sera installé dans les toutes prochaines semaines. C'est l'annonce faite par le ministre des Transports et de la Logistique, Justin Ndondangoy. Bientôt l'installation d'un nouveau radar de surveillance de dernière génération pour garantir la sécurisation de l'espace aérien de l'aéroport international Léon-Mba de Libreville. L'annonce a été faite par le ministre des Transports au cours d'une rencontre avec toutes les parties prenantes. Un projet qui a pris 5 ans de retard avant qu'il soit boosté par l'actuel ministre.
S'en est suivi la visite du site où sera érigée la tour et les locaux qui abriteront la haute autorité. Le délégué directeur général de la SECNAN et la chargée de la maintenance des infrastructures génie civil donnent ici leurs sentiments. La grande particularité, c'est déjà la possibilité de séparer les aéronefs de façon significative. Voyez-vous, je prends un exemple de la circulation routière. Vous avez une route avec deux voies. Une voie dans un sens et l'autre dans le sens contraire. Il est donc important de pouvoir maintenir une séparation entre les voitures, de sorte que ces voitures ne puissent pas se croiser ou éviter des collisions. Il en est de même lorsque nous faisons la navigation aérienne. Il est donc question de pouvoir séparer les aéronefs, donc les avions, de façon horizontale et de façon verticale, tout en maintenant un niveau de sécurité sûr. Sachant bien sûr que nous qui sommes à la SECNA, notre vision première, c'est la sécurité de la navigation aérienne. Et les routes du ciel, c'est ça notre métier. En fait, ce service qui sera à même de veiller sur le déroulement des travaux, le respect des spécifications techniques, l'étude de sécurité lorsque le site a été choisi. Donc tous ces aspects ont été pris en compte. Une infrastructure qui aura 25 mètres de hauteur pour une durée de travaux d'1 an. Le ministre des Transports. Pour nous, membres du gouvernement, nous ne pouvons qu'en être fiers, malgré le retard, de voir que désormais l'aéroport Léomba sera doté d'un radar moderne. Nous avons trouvé un projet en cours, même s'il avait déjà 5 ans de retard. L'objectif pour nous c'était de le réaliser et aujourd'hui nous sommes en train de le matérialiser. Avec la future tour métallique, le Gabon se dotera d'un outil de contrôle efficace de navigation aérienne. En RDC, une rencontre entre le président sortant Joseph Kabila et Étienne Tshisekedi a eu lieu. Un tête-à-tête entre les deux hommes qui laisse présager la formation d'un futur gouvernement. Un tête-à-tête à deux pendant des heures, puis ouvert par la suite aux collaborateurs du nouveau président. Pour bon nombre d'observateurs, la formation du prochain gouvernement aurait été le leitmotiv de la rencontre. Il est connu de tous que les tractations iraient bon train, mais il y aurait des points de blocage. Il se peut que cette proximité relationnelle soit de nature à contribuer à donner un coup de pouce aux discussions en cours pour que rapidement un compromis soit trouvé. Notons que la coalition CASH, formée de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti du président Félix Tshisekedi, et l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, directeur de cabinet du nouveau président, doit composer avec la famille politique de l'ex-président Joseph Kabila, qui a raflé la majorité au Parlement en vue de la formation du gouvernement. C'était une belle image qu'ils ont donnée au monde. C'est beau de voir les deux ensemble. Cependant, j'ai comme l'impression que c'est une distraction. Le temps passe et on a comme l'impression qu'on ne se lance pas encore au travail. Le nouveau président doit travailler. Malgré la discrétion qui a entouré cette rencontre, dans le sens que rien n'a été révélé à la presse, les Congolais assistent à une nouvelle ère. Cependant, il faut noter qu'au-delà de ce climat apaisé qui caractérise les relations entre le 4e et le 5e président de la RDC, la population attend beaucoup plus l'amélioration rapide de leurs conditions de vie. Des manifestations de la société civile et des meetings politiques se multiplient à travers le pays au Tchad pour dénoncer des attaques armées. Objectif, préserver la paix dans le pays. Au Tchad, quelques jours après les incursions rebelles au nord du pays, des manifestations de la société civile et des meetings politiques se succèdent à travers le pays pour dénoncer des attaques armées et appeler à la préservation de la paix et la stabilité du pays. Ceux qui viennent verser votre sang, le sang des Tchadiens, détruire le pays, nous ramener en arrière, tuer la démocratie, cela ne mérite pas, je dis bien ne mérite pas, un égard quelconque à leur endroit. Soyez rassurés que tout sera mis en œuvre pour que cela répondent devant leurs actes. Certains manifestants accusent les rebelles d'être des mercenaires à la solde de l'étranger pour déstabiliser les institutions démocratiques du pays. Ils appellent par ailleurs ces derniers à regagner la légalité et défendre leurs idéaux par des moyens politiques et démocratiques. Le Tchad a connu quand même 40 ans de déstabilisation et de la guerre civile. Il est temps que le Tchad soit uni, il est temps que les Tchadiens se pardonnent. Et si aujourd'hui
des terroristes qui s'organisent et ils sont financés par l'extérieur pour venir déstabiliser le Tchad. Les Tchadiens doivent se lever comme un seul homme et dire non. Et c'est le cas que nous venons de vivre. Par ailleurs, les manifestants ont mis en garde les partis politiques qui profitent ces derniers jours de ces incidents pour faire de la récupération politique et dénoncer les réactions populaires face aux attaques terroristes. Après la victoire des Aiglons du Mali qui ont remporté leur première Coupe d'Afrique des Nations U20 face aux Lionceaux du Sénégal au Niger dimanche 17 dernier, la ville de Bamako était en ébullition. On fait le point dans cet élément de nos confrères d'Africa 24. La 21e édition de la Coupe d'Afrique Junior Niger 2019 a livré son verdict à Niamey. Face au Sénégal qui jouait sa 3e finale d'affilée, les Maliens avaient à cœur de rééditer l'exploit de l'équipe cadette qui avait offert le premier trophée continental au Mali dans ce même pays en 2015. Une victoire qui enchante les Maliens. On est trop content pour les Aiglons, vraiment, ça fait vraiment plaisir et on espère que ça va continuer. Franchement, je suis bien content aujourd'hui. Vraiment, moi, j'ai bien content aujourd'hui. Très bien. Après 2 Coupes d'Afrique en 2015 et 2017 dans les catégories des cadets, le Mali vient de franchir un nouveau palier. L'équipe malienne n'était pourtant pas parmi les favoris du fait d'une crise qui paralyse le foot depuis 2015. Le championnat malien est momentanément arrêté. Mais voir tout ça et qu'on parvient à emporter une coupe internationale, un tournoi international, donc ça c'est très bien quoi. Donc vraiment c'est une très grande joie. Étant les supporters, nous sommes vraiment impatients de voir le redémarrage du championnat malien quoi. Nous sommes tous impatients de voir ça. Donc pour vraiment l'avancée du football malien quoi. Les Aiglons arrivent ce lundi à Bamako où un accueil populaire leur sera réservé. Ils représenteront le continent en compagnie du Sénégal, de l'Afrique du Sud et du Nigeria à la Coupe du Monde Junior en Pologne en mai 2019. Revenons au Gabon, parlons cette fois-ci de handball. La 16e édition de la Coupe d'handball dénommée Nicole Assélé a débuté hier, 18 février 2019, à Port-Gentil. Plusieurs matchs étaient à l'honneur, à savoir celle opposant Stade Mondji à l'équipe La Vision. Une rencontre qui s'est soldée par la victoire de l'équipe municipale 24-4. Reportage. La capitale économique vibre depuis ce 18 février 2019 au rythme de la 16e édition de la Coupe d'handball Nicole Assélé. Dans cette première journée, plusieurs rencontres ont eu lieu, mais une seule d'entre elles a retenu l'attention du public venu pour la circonstance. Celle qui opposait les seniors dames de la Stade Mondji aux dames de Vision handball. Une rencontre remplie d'envie et d'engagement puisque dans l'entame de la première mi-temps, les anciennes championnes de la Coupe du Gabon d'handball n'ont pas hésité à montrer leur enthousiasme et leur haine de gagner. Première ronde, les athlètes de Nathalie Doué ont fait montre de sérieux en dominant leur adversaire de 9 points. Sans un franc jeu en seconde période, les joueuses de Vision handball vont se faire surprendre à plusieurs reprises dans des contre-attaques initiées par leurs concurrents directs. Une tactique payante puisque les compétitrices du club de la mairie de Port-Gentil vont alourdir le score en inscrivant 24 points contre 4 au terme du temps réglementaire. C'est un tournoi, Nicolas, c'est 2019 nous essayons d'entamer avec la victoire. C'est vrai que c'est contre une jeune équipe, mais au moins ça nous permet nous de continuer à faire notre préparation. Ça nous permet au moins de mieux apprécier l'application du travail qu'on a fait en amont. Je pense que les filles ont réagi positivement. On attend les prochains matchs. Je ne peux pas vraiment apprécier à notre juste valeur par rapport à l'adversaire. On verra les prochains adversaires à quel niveau on pourra élever leur jeu pour mieux apprécier le travail qui a été fait et le niveau de l'équipe actuelle. Est-ce qu'elles ont appliqué votre feuille de route? Plus ou moins, nous avons essayé d'appliquer notre feuille de route, comme vous dites, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait à l'entraînement, nous avons essayé de demander aux filles d'appliquer plus ou moins nos plans, jouer dans nos jeux tactiques. Elles ont réussi plus ou moins. Une compétition qui dans l'ensemble permet aux athlètes d'handball d'être préparés pour les tournois nationaux qui pointent à l'horizon. C'est ainsi que s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité et bonne suite de nos programmes.